Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Equinox Télévision. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, violation des humains au Cameroun, la police municipale citée à comparaître dans le box des accusés. En raison de leurs actes de brutalité et de barbarie sur les usagers de la route, ces agents communaux figurent dans un rapport sur le monitoring du respect des droits de l'homme que viennent de commettre des organisations de la société civile. Et pour ce faire, elles appellent les exécutifs municipaux à une formation urgente de leurs éléments conformément au décret présidentiel de 2022 portant règlement de la police municipale au Cameroun. Les mauvais points de la police municipale dans le respect des droits humains, c'est à suivre dans ce journal. Et l'Afrique a-t-elle des chances d'avoir un premier pape dans l'histoire de la papauté? Cette question nourrit des débats depuis la mort du premier pape sud-américain François. Dans cette course au siège de l'apôtre Saint-Pierre à Rome, les chrétiens africains y voient de sérieux prétendants. Les cardinaux guinéens Robert Sarah et le Ghanéen Peter Turkson présentent chacun des profils et parcours pour devenir le 267e pape de l'Église catholique romaine. Quelles sont leurs chances dans cette course à la succession du pape François dont les funérailles viennent de s'achever? On fait le point au cœur de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Les riverains du tronçon BP Cité Ange Raphaël, ici à Douala, sont aux abois. Depuis quelques jours, ils assistent impuissants aux travaux menés sur cet axe initié par la mairie de la ville. Alors que les autorités évoquent des aménagements du trottoir, les populations crient à la manipulation aux fins de construire des parkings payants. Steve Eboulet, Josiane Gokr, Achille Kamga. Les croix de Saint-André posées sur ces commerces et autres édifices érigés aux abords de l'axe BP Cité Carrefour Ange Raphaël à Douala annoncent des casses grandeur nature. Cet axe. Vraiment, quand vous voyez, on a mis des signes qu'on va casser. Pour nous, on pense que ce n'est pas logique parce qu'on nous dit de laisser 3 mètres à partir de la maison. Ensuite de ce qu'on voit en haut, ils ont déjà commencé à travailler. Bon, finalement, on ne sait pas le but de ces projets. Si l'intention de la mairie de la ville est de dégager et d'aménager les trottoirs, les commerçants et les populations ne croient pas en cette version et crient à une manipulation aux fins mercantiles. L'autre grief porté à cette initiative est que l'aménagement des trottoirs ne saurait être bénéfique et envisageable dans la mesure où les servitudes du quartier sont dans un piteux état et abandonnées. Du côté de la mairie de la ville, on soutient que le trottoir est une dépendance de la voirie réservée exclusivement pour faciliter la mobilité des piétons et non pour servir d'espace commercial. Toutes nos excuses pour cet élément. Un terrain de 20 hectares est au centre des convoitises multiples dans l'arrondissement de Soa. Le propriétaire de cette parcelle, le nommé Dieudonné Atangana, accuse les maires et sous-préfets qui se succèdent dans cette localité de vouloir lui ravir par tous les moyens ce patrimoine foncier depuis qu'il a annoncé la construction des logements sociaux sur cet espace. Joël Essengay, Gizogo. À près de 80 ans, Dieudonné Atangana, propriétaire de 27 hectares de terre à Soa, ne peut jouir paisiblement de son bien qu'il a hérité d'un parent. J'occupe ce terrain depuis 1974 par mon frère oncle Rémi. C'est un terrain qui est à côté, là, il avait 70 hectares. Moi, le peu qu'il m'a donné, c'était 27 hectares.
Il explique que ces malheurs ont commencé en 2013 avec le sous-préfet de l'arrondissement de Soie et le maire de cette localité. J'ai eu un client qui voulait faire les logements sociaux. Et quand il a présenté ça à la mairie, à la sous-préfecture, voilà où le litige est né. Parce qu'ils ont trouvé que sur 20 États, à raison de 15 000 francs, c'était une bagatelle de 3 milliards. Selon encore la victime, des manœuvres vont alors être diligentées par le sous-préfet et le maire pour le déposséder de son bien. Le sous-préfet a fait signer un faux procès verbal de bornage daté de 2007. C'est ce faux procès verbal de bornage qui vont saisir Madame le ministre des Domaines à l'époque, lui faisant comprendre que c'est le petit frère du maire qui a préalablement borné ce terrain en 2007. Pourtant, via la cour d'appel du centre, la justice va sévir contre le sous-préfet. Le tribunal de Mbalmayo l'a condamné à me payer 80 millions de francs de dommages et intérêts. J'ai saisi le nouveau ministre des Domaines que voilà, mon titre foncier a été annulé sur le motif de double bornage. Le bornage en question n'a jamais eu lieu. Il n'empêche, d'Ador Dibango parti, l'actuel sous-préfet de l'arrondissement de Soie a à nouveau borné ce terrain. En me détruisant toutes mes mises en valeur, j'ai le conseil du ciel. J'ai même porté plainte pour qu'on fasse une nouvelle ordonnance pour la renvoyer à la juridiction compétente dans le centre. Et il se trouve des victimes collatérales ayant acquis une parcelle sur ce site qui ont vu leur investissement détruit. Contacté par Equinox Télévision, le maire de Soie nous a expliqué que son nom ne figure dans aucun acte concernant ces... Nous vous le disions en titre, auteurs de bavures et autres exactions sur les usagers, les agents de la police municipale sont au banc des accusés. Dans un rapport sur le monitoring des violations des droits humains par ces agents, la société civile appelle les exécutifs municipaux à la formation de leurs agents et au respect strict du décret du 9 août 2022 régulant l'activité de la police municipale. Joël Essengue à Xirel. Dans les rues de Yaoundé, des agents de la police municipale mènent une croisade contre des conducteurs de moto-taxi ayant franchi les zones interdites. Nous déployons les agents dans chaque carrefour de l'arrondissement, dans chaque dépotoir d'ordures de l'arrondissement, et nous avons une brigade moto qui s'occupe essentiellement des motos qui roulent en zone interdite. La même bataille est menée contre les commerçants ayant choisi d'installer leurs marchandises sur les trottoirs en bordure de route plutôt que sur les comptoirs dans les marchés. Une brigade de répression qui s'occupe des commerçants qui vendent aux abords de route, qui installent leurs marchandises à tort et à travers sur la voie publique. Mais si le combat des agents de la police municipale est noble, il reste que des bavures sont observées sur le terrain. Nous avons observé dans la société tellement de cas de violation des droits humains, morts d'hommes, blessures, y compris sur les agents de la police municipale, y compris également sur les conducteurs de moto-taxi et même les usagers. Yaoundé compte 7 arrondissements. En dénonçant ces exactions, qu'elle qualifie d'atteinte à la liberté individuelle, la société civile invite les exécutifs communaux à la formation de leurs agents. Interpeller les mairies à prendre des mesures pour former les agents, à prendre des mesures pour sensibiliser leurs agents de la police municipale, également les mototaximens ainsi que les usagers, vraiment à se conformer aux règles. En présentant le rapport du monitoring sur les violations des droits humains par les agents de la police municipale, NDH Cameroun, soutenu par le service civil de la GIZ, appelle au strict respect du décret du 9 août 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la police municipale. Vendredi 25 avril 2025, le lycée de Makepe à Douala a été le théâtre d'un drame insoutenable. Un jeune élève de 18 ans a perdu la vie après avoir été violemment battu par son camarade de classe. Malgré les soins apportés, le jeune lycéen a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Alors que la famille endeuillée réclame justice, l'établissement scolaire peine encore à fournir des informations précises sur les circonstances du drame. Une enquête a été ouverte. Théophile Tchunke, Pascal Tanguay. Partagés entre douleur et incompréhension, les membres de la famille du jeune trésor Ndormo Kenfak ne trouvent pas les mots pour exprimer leur détresse. Leur fils âgé de 18 ans et élève en classe de première au lycée bilingue de Makepe
vient de perdre la vie de façon tragique suite à une violente altercation avec un camarade. Selon les témoignages, tout serait parti d'une dispute liée à un changement de place imposé par un enseignant lors d'une épreuve du probatoire blanc. Quand les élèves sont arrivés à la maison, ils m'ont expliqué que son camarade n'a pas voulu se lever à l'instant. Le professeur a insisté et il s'est levé. En se levant, il a dit à mon fils que tu vas me sentir à la sortie. Dès que l'épreuve est finie, mon fils est sorti. Il est venu par derrière lui donner 2 paires de gifles. Et quand il s'est retourné, il lui a raclé. L'enfant est tombé au sol. Pendant que l'autre le bottait avec les pieds, ils ont constaté qu'il ne bougeait plus. Grièvement blessé à l'arrière de la tête, Trésor sera tour à tour conduit à l'infirmerie de l'établissement, puis transféré dans un centre de santé et finalement à l'hôpital La Quintini de Douala, où il succombera à ses blessures malgré les efforts de l'équipe médicale. Le scanner a démontré que le crâne de Trésor a été fractionné et le sang était dans le cerveau. On a dit qu'il faut l'opération immédiate. Autour de 20 h, Trésor entre dans le coma. Jusqu'au lendemain matin, on l'admet en réanimation. Quelques minutes après, on me dit seulement que Trésor a rendu l'âme. Avant sa mort, il aura néanmoins la force de révéler l'identité de son agresseur. Au centre de l'établissement où fréquentait le jeune Trésor, ses motus et bouche cousue. Nos tentatives d'entrer en contact avec les responsables de l'établissement ont été vaines. Les parents du disparu renseignent avoir reçu lundi la visite d'une délégation officielle, incluant le délégué départemental des enseignements secondaires, le proviseur et des forces de l'ordre pour présenter les condoléances à la famille. Le délégué prend la parole et dit « Nous sommes venus souhaiter les condoléances à la famille si durement éprouvée. » Et le ministre a instruit qu'on ouvre une enquête. Le commandant est revenu me dire d'aller à la brigade et rédiger une plainte. Mais face au choc, les proches réclament la vérité et la justice. Une enquête a été ouverte et le présumé coupable court toujours. Briser le silence, transcender le qu'en dira-t-on et savoir partir avant que l'irréparable ne se produise. Réaction ferme des acteurs de la société civile, défenseurs des droits humains, notamment des femmes, au moment où Dame Malvina Kenfak, comme Diane Yango, vient de succomber au coup de son époux à Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Ces observateurs avertis préconisent une dénonciation perpétuelle et une justice plus ferme comme arme, pouvant aider à faire fléchir la spirale mortelle. Indignation et interpellation dans ce reportage de Sédik Chouna, Kevin Tiogo. Et ce reportage de Kevin Tiogo que nous n'aurons malheureusement pas dans ce journal. Les longues procédures en matière de contestation fiscale entravent l'activité économique du fait de l'exercice illégal et la profession de conseils fiscaux et une compréhension approximative de la loi. D'autres précisions dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. Et je vous le disais, ce reportage de... Peu ou mal informés, des conflits interminables avec l'administration fiscale. C'est que des personnes sans qualité se sont proclamées conseils fiscaux auprès des entreprises, en toute impunité, déplorent l'ordre de ce secteur libéral. Le mal est profond parce qu'en fait, nous faisons l'objet de plusieurs convoitises, de professions voisines, non voisines, de personnes qui disent qu'ils font de la fiscalité, mais en réalité qui font du conseil en beaucoup de choses, mais pas toujours en fiscalité. Des personnes à l'expertise douteuse qui accompagnent les entreprises en matière fiscale. Les pertes financières sont incalculables pour les contribuables eux-mêmes, mais aussi pour l'État qui recherche les ressources financières pour ses obligations quotidiennes. L'administration en convient, les conseils fiscaux reconnus par l'ordre doivent être les interlocuteurs en matière d'assistance pour les réclamations contentieuses en phase administrative. Le Code général des impôts a déjà prévu une disposition qui demande que lorsque un contribuable est en procédure de vérification, qu'il ait la faculté de se faire accompagner par un conseiller fiscal agréé, conseiller fiscal CEMAC agréé. Nous allons veiller à ce que cette disposition-là soit respectée dorénavant. L'exclusivité de l'assistance par les conseils fiscaux est consacrée par la disposition N120 du Code général des impôts. L'ordre des conseils fiscaux et l'administration fiscale s'accordent, c'est l'économie nationale qui tirerait profit de la promotion du civisme fiscal auprès des entreprises, de l'assainissement de la profession de conseil fiscal et un juste prélèvement de l'impôt pour un environnement des affaires plus attractif.
Les nombreux cas de détention provisoire abusive inquiètent la Commission des droits de l'homme du Cameroun. À l'occasion de la 8e journée africaine de la détention provisoire, cette commission a exhorté les autorités de la chaîne judiciaire à faire preuve de célérité dans le traitement des dossiers et du respect de la loi en matière de détention provisoire au Cameroun. Dalastiana, Achille Kamga. C'est dans une déclaration de 10 pages que la Commission des droits de l'homme du Cameroun a fait le point sur la situation de la détention provisoire au Cameroun. L'institution a rappelé que la détention provisoire abusive demeure une problématique préoccupante, engendrant une surpopulation carcérale, en grande partie due à la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires, à la corruption et à une communication déficiente entre le parquet et les établissements pénitentiaires qui exacerbent les conditions de vie déjà difficiles dans ces milieux. À titre illustratif, la capacité d'accueil des prisons fonctionnelles est passée de 19 155 places pour une population de 30 606 détenus au 31 décembre 2019 à 20 955 places au 8 décembre 2024 pour une population carcérale de 37 150 détenus, soit un taux d'occupation de 177,28% en 2024 contre 159% en 2019. La Commission des droits de l'homme du Cameroun condamne ainsi les nombreux cas de détention provisoire portés à sa connaissance. Elle cite expressément le cas de M. Ousmane Chetima Djamaldini, qui, écroué suivant un mandat de détention provisoire le 11 avril 2022 à la prison centrale de Marois, avait bénéficié d'une mise en liberté le 26 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Marois et qui n'a été relaxé qu'en octobre 2024, et ce, après l'intervention de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. L'institution reste aussi préoccupée par les lenteurs constatées dans la mise en œuvre effective des réformes législatives et judiciaires visant à améliorer le système judiciaire et les lenteurs qui ralentissent les efforts entrepris pour réduire les abus liés à la détention provisoire. La commission dénonce aussi la non-transmission des extraits de plumitifs d'audience au greffe de prison ou leur transmission tardive, occasionnant de nombreux cas de détention abusive ou illégale. Elle recommande aux autorités judiciaires d'accélérer l'adoption des peines alternatives à l'emprisonnement pour les infractions mineures afin de réduire le nombre de personnes incarcérées en attente de jugement. Et en religion, pèlerinage national de prière pour la paix à Marienberg, les évêques du Cameroun ont effectué un culte au berceau de l'église catholique dans notre pays. Accompagnés du nonce apostolique, ces prélats réunis à Edea ce week-end ont élevé leur voix vers le Seigneur pour une paix effective et durable dans les régions en crise dans notre pays. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidier Bambadian. C'est à Marienberg, dans le département de la Sanaga-Maritime, que s'est déroulé cette année le pèlerinage national des évêques du Cameroun. Un moment d'une portée hautement symbolique pour l'église catholique romaine. Ce site, en effet, revêt une importance historique majeure. C'est à Marienberg que les tout premiers missionnaires ont implémenté l'église catholique au Cameroun. Nous, les évêques, nous avons décidé d'organiser un pèlerinage national, étant donné que ces lieux, Marienberg, c'est là où les missionnaires palotins allemands qui sont arrivés ici, qui ont célébré la messe en 1890 ici et qui ont placé le Cameroun sous la protection de la Vierge Marie. Donc c'est un lieu qui a une très forte signification pour nous. Le choix de ce lieu emblématique s'apparente ainsi à un retour aux sources chargé de sens pour la hiérarchie ecclésiale. Pour retrouver en fait nos racines, puisque c'est ici que les premiers missionnaires sont arrivés. Marienberg, c'est un lieu de foi, un lieu de pèlerinage, un lieu où lorsque nous venons, nous sortons étant ressourcés. Au cours de son homélie, dans le cadre de ce pèlerinage dédié à la paix, Monseigneur Andrew Keya, président de la conférence épiscopale nationale, a appelé les fidèles à faire face aux épreuves du quotidien en s'appuyant sur la lumière et la force de la parole de Dieu. La parole de vie nous inspire toujours à vivre nos vies au quotidien, soit comme fidèles chrétiens ou bien comme Camerounais. Donc, de tous les défis que nous avons dans notre société, soit sociale ou spirituelle, c'est pour avoir une nouvelle culture. Culture, le peuple qui suit Jésus ressuscité.
Par ailleurs, il a été vivement recommandé aux chrétiens de se rendre en pèlerinage au moins une fois par an au sanctuaire Marienberg afin de raviver leur foi et de renouer un lien profond avec leur Créateur. Et les funérailles du pape François achevées, les Africains s'interrogent si l'heure est enfin arrivée pour voir un prélat du continent sur le siège de Saint-Pierre à Rome. Les commentaires vont bon train sur deux cardinaux, le Guinéen Robert Sarah et le Ghanéen Peter Turkson. L'un de ces dignes fils d'Afrique et du monde serait bien parti pour entrer dans l'histoire de plusieurs siècles de la papauté en devenant le tout premier souverain pontife originaire d'Afrique. Quels sont les arguments pouvant militer à l'élection d'un de ces cardinaux pour devenir le 267e pape en poste au Vatican? Élément de réponse dans ce reportage que signe Kemazu Matida Osomba et Gladys Sidieba Bandia. Le cardinal Sarah serait-il le futur prochain pape africain? Depuis le décès du pape François, son nom revient de plus en plus comme successeur, tant dans son pays, la Guinée, qu'ailleurs. Figure emblématique du courant ultra-conservateur au sein de l'Église catholique, le cardinal Robert Sarah incarne une vision plutôt rigoureuse de la foi. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. L'ancien archevêque de Conakry défend des positions extrêmement rigoristes sur l'homosexualité, l'immigration, le célibat des prêtres ou encore la liturgie en latin, entre autres. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est ce qui va se passer, parce que voyez-vous, un arbre a beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Il a été créé cardinal en 2010 par Benoît XVI. Il aura 80 ans le 15 juin prochain et donc va pouvoir participer de justesse au conclave qui élira le successeur du pape François. Autre nom qui ressort, celui du cardinal ghanéen Peter Turkson. Il a été l'un des piliers de l'agenda social environnemental migratoire du pape François. Spécialiste de la finance éthique, il est aussi très critique sur les dérives de l'économie libérale. Une fois le conclave entamé, il ne pourra s'achever que si les cardinaux s'accordent sur une personne pour devenir le prochain pape, avec au moins 2/3 des suffrages nécessaires pour valider une nomination. Ce reportage de Gladys Sidieba Bandia met un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alorotou et ses invités. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe-Bissaï. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fortement inquiète de la situation des détentions provisoires, même abusives. À l'occasion de la 8e journée africaine de la détention provisoire, Serge Alain, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a exhorté les autorités de la chaîne judiciaire à faire preuve de célérité dans le traitement des dossiers et le respect de la loi en matière de détention provisoire au Cameroun. Voilà, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, 20h. La suite, c'est en compagnie de nos invités en plateau, Dr Patrick Rifoué, François Xavier Ondicam et les avocats à qui je vais faire l'honneur d'ouvrir cette partie. D'abord, Maître Achille Ledjo, détention provisoire abusive. On en parle, sans que rien ne bouge. C'est quoi le problème? Ben voilà, ces gens-là, je voudrais saluer. Vous qui êtes habitué à cet environnement-là, on détient abusivement des citoyens. Dans quel but? Ces gens-là, je voudrais saluer avec beaucoup de respect les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui sont à l'auteur de ce rapport, parce que voyez-vous, j'ai personnellement pris la peine de toujours renseigner les Camerounais lorsque je suis sur ce plateau particulièrement. J'ai toujours décrié cette détention abusive qu'on observe dans les commissariats et les brigades. Les Camerounais sont habitués à cela. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas défendre nos droits. De l'autre côté, il y a une sorte d'impunité qui s'est établie au sein
de la police nationale et de la gendarmerie. Vous ne pouvez pas vous plaindre jusqu'à ce que ces auteurs ou alors les auteurs de cette détention provisoire abusive soient sanctionnés. C'est le dada de tous les chefs d'unité. Je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. J'étais au commissariat central du Mokar de Lorbesso lorsque je reçois un coup de fil m'appelant d'intervenir à la brigade de Yassa. On ne comprend pas comment est-ce que un homme peut avoir commis un forfait et on vient prendre son épouse pour lui mettre la pression de venir. Et entre-temps, son épouse est en détention. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'est ce genre de traitement que nous disons. Vous parlez d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, je dis d'aujourd'hui. La dame est encore détenue? Non, j'ai refusé d'y aller pour que j'ai envoyé un collaborateur. J'étais tellement gonflé. Mais c'est une situation grave. Pourquoi vous refusez d'y aller? Non, je vous ai dit j'étais dans une autre situation. Okay. Et puis j'ai envoyé un collaborateur régler cette situation. Mais si je dis si moi personnellement, la dame est toujours j'arrivais, non, le monsieur était obligé de se présenter pour qu'on libère son épouse. Et ça, ce sont des cas... Donc vous dénoncez la méthode? Nous dénonçons la méthode. Aujourd'hui, je peux être pour le plaignant, je suis avocat. Aujourd'hui, je peux être pour le plaignant, la détention arrangerait ma situation. Demain, je peux être pour le prévenu ou alors le mis en cause que la détention ne m'arrangerait pas. Mais tout ce que nous disons, c'est que la détention doit être régulière. Lorsqu'elle est abusive, c'est où il y a tout le problème. Vous ne pouvez pas, dans des cas où la loi dit que si vous avez des garanties de représentation, vous devez rentrer chez vous. Mais les commandants, les commissaires, dès qu'on a fini les enquêtes et les confrontations, parfois on ne fait même pas la confrontation, ils vous disent seulement qu'allez attendre là-bas. Quand ils vous disent allez attendre là-bas, c'est fini. Hein? Le soir, celui qui vient prendre le service dit non, entrez, vraiment, votre bon de garde à vue a été signé même depuis. Donc je vous fais comprendre que ce genre de détention, dont les Camerounais sont habitués aux détentions abusives. La cellule au Cameroun est devenue un moyen de commerce. J'ai toujours dit ici là que ce fameux ministère public qu'on a instauré, et c'est au vu au sud du haut commandement, le ministère public qu'on a instauré dans les brigades, dans les commissariats, doivent cesser. J'avais pris ici l'exemple du commissaire du 13e arrondissement. Vous arrivez là-bas, vous allez voir que c'est affiché. Vous n'allez pas... Non, c'est affiché, c'est dans le bon sens. Oui, lui, okay. Il a dit interdiction de ministère public dans mon unité, okay. Interdiction des frais d'ouverture de dossier dans mon unité. Comme ça, du 13e. Du 13e, c'est affiché. Au vu au-dessus de tous les justiciables des usagers. Voilà un exemple qu'il faut copier. C'est la deuxième fois que je cite ce commissariat sur ce plateau. Et même, allez dans d'autres commissariats, vous allez voir. Le commissaire a son objectif, ou le commandant, il doit rentrer au moins avec ses 2 millions par jour. Il ne discute avec personne. Comment? Oui, son ministère public. Et ça dépend des cas. 2 millions par jour? Mais il ne demande à personne. Lorsque vous avez des cas frileux, troubles de jouissance et tout ça, c'est 50 000. Des cas super compliqués, mais il va vous taxer à la tête. Et nous disons que ça doit cesser. Ça doit cesser parce que parfois, c'est même certains confrères qui jouent au jeu de ce ministère public. Okay. Donc nous disons, bravo à cette commission. Okay. Ça porte de l'eau au combat que nous faisons chaque jour. Maître Cheikh Ali dit bravo à la commission, mais est-ce que, un peu comme la CONAC et bien d'autres, oui. Est-ce que son avis est contraignant? Justement, c'est ça le souci. Oui. La commission peut constater. Justement. Parce que contrairement aux autres personnes, aux autres organismes, la commission arrive des avis? Oui, elle émet des avis. Elle arrive dans peut-être 2 ou 3% de cas à accéder au lieu de privation de liberté. Mais je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
mon confrère ici a parlé des commissariats de sécurité, il a parlé des brigades. Moi, j'irai même plus loin, je parlerai même des prisons. Je dis carrément des prisons. Aujourd'hui, la liberté est devenue un moyen d'extorsion. Et c'est tous les corps du métier qui sont touchés. Lorsque je prêtais le serment d'avocat ici à la cour d'appel du littoral, le procureur général, dans son réquisitoire de circonstances, avait dit il n'y a rien de plus malheureux qu'un avocat vienne aujourd'hui se plaindre d'un abus de son client qu'on a abusivement privé de liberté, et que demain, ce soit le même avocat qui va donner 50 000, 100 000 à un commandant de brigade ou à un magistrat pour faire mettre en cellule ou en prison son adversaire. Il faut que tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, doivent comprendre que ce système que nous entretenons là finit par nous engloutir, finit par nous briser, nous tous. C'est-à-dire, le commissaire de police qui, parce qu'il a pris 100 000, 200 000, joue à cache-cache avec le parquet. Parce que c'est chacun qui tire son épingle du jeu. Lorsqu'un homme en tenue met abusivement quelqu'un en garde à vue et qu'il sait qu'il y a un contrôle du parquet qui arrive, il le prend discrètement, il va le garder dans les cellules de son collègue. Simple. Maintenant, le magistrat, lui aussi, lorsqu'il est intéressé dans une procédure, tout ce que vous lui dites, le droit et tout, ça ne lui dit rien. Jusqu'au jour où lui-même, le magistrat, il aura un des siens qui sera victime d'injustice, il voudra intervenir, on lui dira que ça vient du parquet général. Je me souviens d'une très jeune magistrate qui était en larmes devant moi. Pourquoi? Parce que dans une ville d'une autre région, on avait ordonné la mise en détention provisoire d'un de ses parents. Une mise en détention manifestement abusive. Il faut qu'on ait cette volonté-là, indépendamment de nos opinions politiques, de pouvoir dénoncer lorsque c'est possible et de pouvoir dénoncer sans crainte. Tout à l'heure, lorsque mon confrère a voulu donner le nom de l'unité, vous avez dit on ne le fait pas. Je crois qu'il faut que les règles du jeu changent. Je crois qu'à l'avenir, lorsque quelqu'un a à se plaindre... Ça dépend, il a reprécisé. Non. Lui, il a parlé quand c'est bon. C'est trop facile, ça devient trop facile pour vous. Je suis avocat. Non, je dis ça devient trop facile pour vous. Vous venez sur le plateau, vous êtes libre, vous dites des choses. Vous ne savez pas ce que nous subissons. Je préfère utiliser le terme subir. Je le sais très bien. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, acceptez qu'à un moment, qu'on vous dise que non, n'allez pas dans ce sens. Oui. Ça fait plus de 5 ans que je suis devenu un homme, comme qui dirait, public. Je crois jusqu'aujourd'hui, je n'ai encore jamais prononcé un nom propre dans mes prises de position. À la rigueur, je parle de M. Biya parce que c'est lui qui incarne le système dans lequel nous vivons. Mais j'ai dit ce silence-là conforte l'impunité. Parce que, pourquoi finalement, là dans votre excellent reportage, la commission elle-même parle de quelqu'un dont la justice elle-même a ordonné la mise en liberté. C'est une décision de justice définitive. Mais c'est 2 ans plus tard que cette personne est libérée. Comme le disait un magistrat en Banga lorsqu'il a constaté que, après avoir envoyé l'ordre de mise en liberté, la personne est restée en prison 3 jours plus tard. Mais il était dans tous ses états, il a dit, je cite, il a dit, et s'il clamsait là, c'est au compte de qui? Vous voyez, je parle d'un magistrat qui a pris ses responsabilités et qui a dit au gardien de prison, et s'il clamsait là, c'était dans le compte de qui? Ça, c'était pour 3 jours. Mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin, qu'on instaure la punition systématique. Vous savez, M. Serge Aléotou, depuis 2007, dans le code de procédure pénale,
On a mis sur pied une commission d'indemnisation pour les détentions abusives, que ce soit garde à vue ou que ce soit ceci. Oui. 10 ans plus tard, on a mis la commission sur pied. Cette commission n'a jamais eu l'occasion de rendre une seule décision. Parce qu'à peine on les a nommés, ils sont partis à la retraite. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes victime d'une garde à vue abusive, d'une détention abusive, vous avez tous vos documents, vous allez pour déposer ça à la Cour suprême, on ne sait pas dans quel service on doit déposer. Tout simplement parce que tous les membres de la commission là sont à la retraite. Il n'y en a plus un seul. Mais c'est frustrant. Du fait de l'absence de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, on n'a même pas besoin du Conseil. C'est par décret que le chef de l'État doit nommer les membres de cette commission. Mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que la loi prévoit que si on ordonne l'indemnisation d'une victime, l'État va donc devoir faire une action récursoire contre son agent fautif. Merci. Merci, François Xavier. Oui. Détention abusive, provisoire abusive, c'est depuis qu'on se plaint. Et il a même dit, il a utilisé des termes, Maître Ledio, c'est un moyen de pression finalement pour beaucoup. On vous miroite la détention pour vous estorquer. C'est Jalin, je commence par évoquer les 2 points qui fâchent, qui peuvent ne pas te plaire. Le premier concerne... non, je dis on ne va pas citer... Oui, non, je ne citerai personne. Voilà. Toi, je suis journaliste et voilà. Je sais jusqu'où ne pas aller trop loin, surtout quand règne l'épée des Damoclès sur des gens qui font pourtant très bien leur travail. Oui. Voilà. Justement, la première chose, c'est, Maître le disait tout à l'heure, Maître Ledio, je ne sais pas, non, pas Maître, lui. Maître Ali. Oui, ce travail extraordinaire de cette commission, what next? Est-ce que ce n'est pas une fois encore de la diversion? Mais même si c'était de la diversion, il revient à nous, citoyens, de nous approprier les résultats de ce pour exiger un peu plus de justice. La deuxième chose, avant d'arriver sur le fond, c'est concernant justement ce désir, cet impérieux besoin de briser le silence. Il faut qu'on ait le courage à un moment de dire. Il faut qu'on ait le courage de dénoncer. Je peux comprendre que de la posture d'une émission de grande écoute comme celle-là, il est hasardeux de citer des noms. Mais il faudrait que nous, les médias, à un moment, que nous prenions beaucoup plus nos responsabilités pour être cet endroit-là, cet espace, pour créer des espaces où des gens qui sont victimes d'abus de manière aussi flagrante puissent venir au moins s'exprimer pour espérer obtenir gain de cause. Ça se fait ailleurs, ça peut se faire ici. Maintenant, venons-en à ce qui se passe dans les commissariats. Alors, le moi est haïssable, mais je vais parler de moi. Je vais parler de moi et ça plaira à beaucoup de personnes parce que j'ai eu à passer 48 heures dans un commissariat au Cameroun, à Yaoundé, il y a 4 ans ou 5 ans de cela. Je n'étais même pas encore vraiment rentré au Cameroun. Pour une raison où j'étais totalement coupable. Donc je me suis retrouvé en cellule parce que j'avais fait une connerie. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai la connerie que j'ai faite. C'est quelque chose, voilà, je me suis emporté et puis j'ai échangé quelques coups de poing et je n'ai pas voulu me calmer. On m'a ramené en cellule. Je ne savais pas que c'était le début d'un calvaire qui aurait duré 48 heures. Bien m'en a pris parce que j'ai vu des choses pendant ces 48 heures. J'ai vu que le commissariat était devenu un lieu de commerce, de marchandage. Pratiquement tout fait l'objet de transactions. Vous êtes détenu, vous voulez dormir plutôt dans un couloir un peu plus aménagé, ou même dans le bureau Ça se paye. Vous payez, il y a un prix. Vous êtes détenu, vous voulez avoir accès à beaucoup plus de personnes pour échanger. Vous payez encore. Vous êtes détenu, vous voulez même utiliser votre téléphone. Vous payez. À dire donc que si vous voyez ces détentions préventives illégales se multiplier, c'est simplement parce qu'il y a autour un business de la détention préventive illégale qui nourrit bien son nom. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, la manière cavalière avec laquelle on arrête les gens, Maître le disait tout à l'heure, et on les met en prison en violation souvent totale des règles élémentaires de droit, devrait susciter en nous un éveil républicain. D'autant plus que, à la fin de la journée, très souvent, c'est ceux qui sont les plus pauvres qui payent la note.
quand on avance les chiffres, vous voyez très bien que c'est celui qui est en situation financière confortable qui peut obtenir justice. Donc la justice, en ce moment, devient simplement la justice du riche. Et je crois qu'en tant que citoyen... Justice censitaire. Voilà. En tant que citoyen, sans considération de chapelle politique, je crois que Dr Ruffuo sera au moins d'accord dessus avec nous. Il faut se lever et puis dénoncer de manière véhémente cet état de choses. Voilà, Dr Ruffuo, justement, des tensions abusives qui se multiplient. On ne comprend pas ce phénomène. Non, on parle même d'un business qui se fait créer autour de cela, puis ce genre de choses se multiplient, puis ça rapporte. Bon, je n'ai pas encore eu à pratiquer ce commerce, donc je n'en connais pas les externalités. Vous n'en avez pas été témoin de près ou de loin. Malheureusement, non, je ne peux donc pas en parler. Cependant, j'ai noté que récemment, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a fait un courrier auprès des chefs de cour, c'est-à-dire des présidents de cour d'appel et des procureurs généraux, pour dénoncer un certain nombre d'abus et il recommandait aux chefs de cour de reprendre en main les différents paquets afin de limiter ces abus. Ce qui signifie qu'il y a un certain nombre de dénonciations qui remontent probablement au niveau du cabinet du garde des Sceaux. Mais ce que je dis là est un niveau au-dessus de ce qui est dénoncé ici, parce que Maître Ledio parlait du fait que certaines unités d'enquête sont transformées en parquets. L'opportunité des poursuites, c'est le mystère public. Donc, ce n'est pas un commissaire, ce n'est pas un commandant de brigade, qui sont simplement des auxiliaires, donc qui accompagnent ces individus. Mais si on s'en tient à leur témoignage, certains commissariats, certaines brigades de gendarmerie sont carrément devenues des unités où on dit le droit et on sait qui on doit élargir, on sait à quel moment il faut mettre fin aux poursuites. Mais ça prospère simplement parce que tout le monde joue le jeu et on considère que ça nous arrange. Moi, je pense que les gens doivent s'en tenir à ce que dit la loi et s'y tenir fermement. Donc, si vous êtes dans une situation où vous acceptez vous-même de négocier, ça signifie que vous prêtez le flanc à ces dérives-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est souhaitable que, et c'est un mal de l'administration camerounaise, nous sommes dans une administration au sein de laquelle il faut suivre les dossiers. C'est-à-dire que les dossiers ne se diligentent pas en temps normal. Et ça fait partie des récriminations qu'il y a eu lorsque les enseignants se plaignaient. On ne doit pas, même dans ce cas-là, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre bulletin levé d'écrou, il n'y a pas besoin d'une intervention autre que ce document-là pour que vous soyez élargi à la date où le procureur a décidé que vous soyez élargi. Mais dans notre cas, les gens restent encore en prison 2-3 ans parce que malgré votre levé d'écrou, il faut qu'on intervienne encore. On n'a pas intervenu. C'est-à-dire que la célérité dans l'administration doit se faire quand il y a des décisions qui sont aussi favorables aux justiciables que lorsqu'il y a des décisions qui leur sont défavorables. Ça doit aller dans les deux sens. Et la troisième chose, moi, je le regrette, c'est que, oui, c'est-à-dire, vous avez des magistrats, vous avez des abus, mais Maître l'a dit, Maître Ali l'a également souligné, malheureusement, dans ce commerce qui est un commerce répréhensible, on a souvent des avocats qui font commerce avec un certain nombre de magistrats. Vous venez de dire que vous n'avez pas souvenance du commerce. Mais comment tu n'as pas souvenance? Je reprends vos propos. Xavier vous a demandé si de près ou de loin vous n'avez jamais suivi. Vous dites non. Mais vous revenez. Subi, c'est-à-dire est-ce que j'ai été dans cette situation? Non. Je reprends quand ça concerne les avocats. Voilà. Là, tu as dit. Là, tu peux te prononcer. Permettez, François. Et c'est ces avocats qui te défendaient l'autre jour. Je reprends leurs propos. Je reprends les propos des avocats ici. Notamment les propos de Maître Ali lorsqu'il prêtait serment. C'est un commerce répréhensible. Et moi, je me souviens, il y a 1 an ou 2, on était sur ce procès parce qu'il y a eu un esclandre dans un tribunal ici, justement à cause d'une situation comme celle-là. Ça, je parle de ce que j'ai entendu, mais ça ne me concernait pas à titre personnel. Donc, il faudrait que les acteurs de la justice, les avocats,
les greffiers et puis les magistrats, que chacun s'en tienne vraiment à ce que dit la loi et qu'on n'en soit pas à s'écarter de la norme simplement parce qu'il faut désormais négocier. Ok, voilà, on va terminer avec Cameroun-Guinée équatoriale. On s'achemine vers la fin. Il y a le docteur Ifoué, il y a M. Kali, vous n'avez pas deuxième tour de parole. Si vous permettez, moi je vais aller très rapidement parce que... Cameroun-Guinée équatoriale. Oui, parce que... Mot de la fin. Oui, moi j'ai entendu des choses qui me semblent peu sérieuses, notamment sur ce sujet de la part des avocats. On a quand même 2 avocats sur ce plateau qui sont en train de nous dire que le Cameroun ne doit pas respecter la loi parce que la partie adverse ne le fait pas. Moi, je considère que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas parce que la Guinée équatoriale ne respecte pas le droit international que le Cameroun doit sortir du droit international. Il y a un certain nombre de traités. Nous sommes une locomotive dans la zone CEMAC. C'est pas le Cameroun qui a inventé le terme réciprocité. Hein, bien sûr. En diplomatie. Bien sûr. Mais je dis, nous sommes... Vous avez vu dernièrement l'Algérie, la France et l'Algérie. Nous sommes une locomotive dans la zone CEMAC et nous n'avons pas à jouer le jeu de la Guinée équatoriale. Deuxième chose, je ne vais pas être long. Franchement, pardon, Maître Ali, vous évitez de nous prendre les exemples du président Ahidjo. Moi, je ne veux pas revenir sur ces méfaits. Ils sont nombreux. C'était un autre temps où on ne respectait absolument pas le droit, je suis désolé, et on pouvait se livrer à un certain nombre de massacres. Personne ne vous demandait... On respecte le droit aujourd'hui. Personne. On respectait davantage le droit aujourd'hui. Et l'article 80 du Code électoral. On respectait davantage le droit aujourd'hui qu'à cette époque-là. L'article 80, docteur. On respectait davantage le droit aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et je précise que le processus d'intégration régionale dans lequel nous sommes aujourd'hui n'avait pas été amorcé à ce moment-là. Maintenant, si les avocats qui sont ici souhaitent que nous sortions du processus d'intégration, bon, sortons du processus d'intégration et dans ce cas, je serai d'accord avec toutes les mesures qu'il préconise. Et l'article 80, docteur Ifoué. Écoutez, Serge Alain, nous avons discuté plusieurs fois, y compris la semaine dernière d'ailleurs, de ce sujet-là. Et la liste électorale n'est toujours pas là. De ce sujet-là. Mais je vous ai indiqué que... Mais Tegem nous a dit, il y a l'article 44. Mais je vous ai indiqué, Serge Alain, que pour le moment, ELECAM a des soucis techniques. Il faut espérer que ces soucis techniques soient réglés avant la convocation du corps électoral. Voilà, sur la Guinée. Non, je dois dire quelque chose sur la Guinée. C'est moi qui n'ai rien dit sur la Guinée. J'ai dit, tout le monde va son mot à dire. Bon, c'est je voulais rapidement dire. Maître Joe, Maître comme vous avez précisé, ce n'est pas le Cameroun qui a créé le mot réciprocité en droit international. Ça, c'est d'un. Du deux, je prends, pour laisser la parole aux autres, je prends le cas de l'Algérie. Oui. L'autre jour, c'était lundi le 21, j'étais à Bazou pour la sortie du roi du Lacam. Il y a un frère qui venait de Paris, il m'a dit, ben voilà, nous on a de 6h30, on a fait 9 heures de temps parce que je ne vais pas citer la compagnie qu'ils ont empruntée est interdit de survoler l'espace aérien algérien. C'est pour vous dire qu'en matière de diplomatie, si vous jouez au moribond, au sachant des textes, on va vous broyer. Il faut équilibrer la terreur quand il le faut. Merci. Ok. Maître Kali. Serge Alain, j'admire l'impudence des communicants du RDPC parce que prononcer le nom d'Ahidjo et le mot méfait dans la même phrase, il faut être d'une impudence caractérisée. Je dois vous dire que Ahidjo, qui avait décidé de déclarer la guerre à l'État du Gabon, si le Gabon n'indemnisait pas les Camerounais victimes, Ahidjo connaissait ce qu'on appelle le droit international. Parce que le droit international, cher ami, interdit les expulsions forcées en temps de paix. Lorsqu'un État décide d'expulser les ressortissants d'un autre État de façon aussi massive, aussi répugnante et hontée, les 10 États se mettent sur le banc de la communauté. Et le président de la République, le chef de l'État, lorsqu'il prête serment, il prête serment non seulement de défendre l'intégrité territoriale, mais de défendre les Camerounais où qu'ils se trouvent. C'est pour ça que vous verrez à chaque fois qu'un Français est emprisonné quelque part, la diplomatie française entre en action pour le faire libérer. Monsieur Rifoué, peut-être que ça ne vous indigne pas la façon dont on a chassé les Camerounais de la Guinée. Peut-être ça ne vous indigne pas parce que c'est exactement comme ça que vous traitez
vos compatriotes à l'intérieur du triangle national. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo dans laquelle on voyait mes cousins tout pourris entassés dans des camions pour aller à un meeting du RDPC. Peut-être parce que la façon dont on a versé les Camerounais à Kiossi ressemble exactement à nos vieilles mamans qu'on verse sous le soleil à côté de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Peut-être que ces images vous sont tellement familières et vous ont déshumanisé au point où vous estimez que l'excellence des relations personnelles entre M. Biya et M. Théodore Obiangema mérite qu'on vienne jouer au sachant du droit international. Parce qu'en termes de droit, M. Rifoé, je ne pense pas que vous soyez en mesure de parler du droit international avec un étudiant de première année de capacité. Parce que vous devez savoir que le droit international autorise la guerre lorsque les limites sont franchies. Et quelles limites voulez-vous lorsque tes compatriotes sont chassés comme ça, comme des animaux, jetés, certains je suis désolé. Je suis désolé, cher ami. Quand vous ne respectez pas le droit, on vous applique le droit pour vous sanctionner. On ne dit pas on sort du droit pour vous punir. Ça ne se fait pas. Trois choses. Première chose concernant la justice, docteur, je n'accepte pas cette entourloupe sémantique qu'on appelle suivi de dossier. C'est de la corruption. Il faut le dénoncer. Non, il faut dire arrêtez la corruption. Ne nous parlez pas de suivre le dossier. On s'est trop accommodé à ça. Deuxième chose, il faut une réforme de la justice camerounaise. Donc, les détentions préventives, voilà, de la justice. Maintenant, pour en venir au sujet, voilà, on avait au Cameroun, on l'a dit, une identité sans essentialisme, sans voler. On a une identité généreuse, créatrice, conquérante et dynamique. Subitement, on se retrouve à être face à un pouvoir qui veut développer une identité, je vais dire, humiliée. Et je crois que c'est très grave. Il faut changer de paradigme, changer de pouvoir. Ok, merci. Merci, cher monsieur d'être venu. Merci, docteur Rifoué. Cheikh Ali, merci. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci, Maître Achille Ledjo. Bonsoir, Bazo. Merci à vous, François Xavier. Merci. Bon retour. Voilà, madame, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Prochain rendez-vous demain, 19h. Bonsoir, Bazou.